Bonjour tout le monde. D'entrée de jeu, une observation que vous partagez probablement quant au premier ministre qui, lorsque vous lui posez des questions, badine un peu. Il y a quelques semaines, c'était les fruits. Ensuite, c'était la réponse, c'est la fête à Manu. Puis ensuite, c'est le résultat du hockey du Canadien. Écoutez, c'est sérieux, là, les questions que vous lui posez. Il y a une reddition de compte à faire et on l'invite à répondre à vos questions, à répondre à nos questions aussi à l'Assemblée nationale. Ce qu'on a vu hier sur des questions importantes, c'est une mauvaise imitation de Jean Charest. Donc, ceci étant dit, c'est une observation que j'ai l'impression qui est de plus en plus partagée et qui tente à démontrer que le premier ministre n'a pas envie de répondre ou veut se concentrer sur d'autres choses, mais nous, ça nous inquiète. Ça fait partie de la démocratie. Je veux revenir sur cette nouvelle ingérence dans les champs de compétences du Québec de la part du gouvernement fédéral. Et j'ai nommé le registre des baux pan-canadiens de Justin Trudeau. Clairement, même affaibli, très affaibli dans les sondages, Ottawa, Justin Trudeau ne craignent pas les 89 députés de la CAQ. C'est un autre épisode où Ottawa va s'ingérer dans les champs de compétences du Québec. Ça va générer des discussions, des négociations, et ça va mener à des incohérences. Dans la tradition du registre des armes à feu, des passeports d'Arrive-Can et de Phoenix, c'est un gouvernement, le gouvernement fédéral, qui doit se trouver des missions, des raisons d'exister, dans un contexte où, rappelons que c'est Ottawa qui est à l'origine de la crise du logement. Justin Trudeau est un pompier pyromane. Il a forcé le Québec dans une politique migratoire qui crée un débalancement complet de la situation du logement. Et là, il arrive en sauveur dans les champs de compétences du Québec en disant, moi, je vais vous trouver là, des registres puis des politiques pan-canadiennes qui vont améliorer les choses, alors que tout ce qu'on demande au fédéral, c'est de cesser de saboter notre planification de l'immigration et de respecter minimalement les compétences du Québec. Évidemment que ça fait mal paraître François Legault dans son inaction sur ce dossier-là, mais si le fédéral veut vraiment régler la crise du logement, qu'il diminue l'immigration temporaire et permanente et qu'il cesse d'empiéter sur tous les champs de compétences du Québec, de sorte à ce que notre planification de chacune de ces sujets-là devienne impossible, comme on l'a vu dans les dernières années. Question. Alors, quelle est la solution avec M. Trudeau? Il n'arrête pas de... Quel est le rapport de force entre le Québec? Là, puis je sais que vous allez me dire qu'il faut se séparer, mais la question, c'est pas ça, là. Moi, je cherche à savoir, est-ce qu'il faut, au Québec, essayer de trouver un mécanisme pour rétablir le rapport de force, outre la souveraineté, là, à court terme, là, avant que votre projet se fasse, là, s'il se fait un jour, à court terme, quels sont les moyens qu'on peut avoir au Québec pour essayer de rétablir un rapport de force? Laissez-moi terminer votre question, parce que votre première question, c'était quel est le rapport de force du Québec avec Ottawa? La réponse, c'est il est nul. Ça paraît dans tous les dossiers en ce moment. Vous me dites, c'est pas une question d'indépendance. Je vais être obligé de vous répondre. C'est totalement une question d'indépendance parce que ce gouvernement de trop ne cessera pas d'avoir une posture condescendante vis-à-vis un Québec qui ne compte plus de manière déterminante dans la volonté de devenir premier ministre du Canada, que ce soit Pierre Poilievre ou Justin Trudeau, ils n'ont pas besoin du Québec. Je vais quand même répondre à votre question. Dans l'intervalle, on fait quoi? Je vous dirais simplement qu'historiquement, les périodes où le Québec a eu un rapport de force et obtenu là, certains gains négociés, c'est les époques où les indépendantistes étaient au pouvoir et où les périodes où la souveraineté du Québec constituait un vrai sujet de réflexion à Ottawa. Mais le fait d'être gentil et de réitérer, comme Jean Charest, son adhésion aveugle au Canada, François Legault nous a démontré que ça donne aucun rapport de force. Sur le fond, qu'est-ce que vous en pensez des propositions de M. Trudeau pour améliorer le logement? Je n'ai pas besoin de faire référence aux propositions de Justin Trudeau. Il y a ces propositions-là ici à l'Assemblée nationale. Et nos couleurs sont claires là, sur le fait qu'on veut vraiment une bonification à plusieurs égards de la protection des locataires. On est prêt à collaborer avec le gouvernement du Québec, mais il y a quelque chose de moralement inacceptable, de très hypocrite de la part du gouvernement du politicien Justin Trudeau qui a littéralement orchestré la crise du logement de manière volontaire, d'ensuite d'essayer de se positionner en sauveur en empiétant sur les champs de compétences du Québec. Tout ce qu'on demande à Justin Trudeau, c'est de cesser de saboter nos politiques québécoises
en matière d'immigration temporaire et d'immigration permanente, de sorte qu'on n'aggrave pas un débalancement qui fait monter les prix, monter les loyers et qui nous amène dans cette situation-là où est-ce qu'on cherche... Favorable à ça? Oui, on a Puis, souvent... quelles sont les options qui s'offrent au gouvernement en ce moment? On n'est pas dans, à moi je me trompe, mais dans un même type de régime où là, on pourrait avoir compensation, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire en ce moment avec cette promesse-là du gouvernement fédéral? Bien, on pourrait commencer par, je ne sais pas, je dois avouer qu'il y a tellement de cas d'empiètement sur ce qui est la compétence du Québec en ce moment que c'est la faillite globale du caquisme là, vis-à-vis Ottawa qu'il faut constater. Donc, je ne peux pas me mettre dans la peau de la CAQ et répondre à votre question, à savoir, une fois que c'est évident que ça ne fonctionne pas, on fait quoi? Bonne question. Ma réponse à moi, elle est très claire. Des indépendantistes au pouvoir qui nous sortent de là le plus rapidement possible parce que c'est un régime corrosif et irrespectueux du Québec. Ça ne changera pas. Et ça va se dégrader au fur et à mesure que le poids démographique du Québec va diminuer dans le Canada. Donc, on comprend que vous allez faire front commun avec Québec solidaire pour forcer la main au gouvernement du Québec sur la loi Françoise David. Quel numéro, toi? C'est la loi 198. Bon, évidemment, là, on est pour le registre des loyers, mais surtout, moi, j'ai vraiment tenté, avant Noël, d'obtenir une concession sur la cession de bail. Ce qu'on comprend, c'est que Québec solidaire a négocié avec le leader, Simon Jolin-Barrette, d'être plus mollo avant Noël sur le baillon, en échange du droit de déposer un projet de loi. Mais ça, déposer un projet de loi, ça n'a rien à voir avec adopter un projet de loi. Donc, Québec solidaire a négocié directement avec la CAQ pour obtenir un moment médiatique. Mais moi, j'écoute, puis je vois, puis j'ai tenté d'obtenir des résultats concrets, pas un moment de dépôt de projet de loi. J'ai tenté d'obtenir que la cession de bail ou d'autres aspects soient modifiés. Il n'y avait aucune ouverture, j'en vois toujours pas. Donc, il ne faut pas non plus créer des espoirs fondés sur pas mal du vent. Ma question, je comprends que vous voulez faire la démonstration. Recadrer ce qui s'est passé pour vrai. Faire une négociation avec c'est ça qui le se leader passe. parlementaire. Donc, il ne faut pas présumer que la CAQ... Vous mettez derrière Québec solidaire pour faire chauffer le poêle, pour forcer le gouvernement Legault à reculer. Je n'ai pas besoin de me mettre derrière Québec solidaire. Directement, on a chauffé le poêle avant les fêtes parce qu'il y avait une situation de plusieurs lois qui étaient en attente. Puis on a dit, donnez-nous une concession, mais moi, je n'allais pas signer quoi que ce soit qui n'est pas un vrai changement de politique publique. Et j'ai vraiment tenté d'obtenir la fin de cette mesure sur la cession de bail qui n'a aucun sens. On a vraiment tenté d'obtenir de vraies concessions de la CAQ et il n'y avait pas d'espace qui nous a amenés jusqu'à 5 heures du matin pour l'adoption du projet de loi en santé. Donc, je veux juste pas qu'on se compte d'histoire puis qu'on fasse que de la politique spectacle. S'il y a négociation, puis on va continuer à maintenir la pression, mais on ne passe pas par d'autres partis politiques. Toute concession qu'on peut obtenir sur le logement, on va y travailler. Mais je suis obligé d'être très transparent avec tout le monde. La CAQ n'avait et n'a toujours, factuellement, aucune ouverture en la matière. C'est même, de la part de la ministre Duranceau, on peut parler d'une attitude cavalière et un peu méprisante envers la situation de ces locataires-là. Cette loi-là, concernant les aînés plus particulièrement, est-ce que vous êtes en accord avec ce que Québec solidaire demande? Donc, oui, on vous êtes accompagné dans cette réclamation-là? C'est-à-dire que j'ai déjà fait ces réclamations-là et là, on est devant une entente de Québec solidaire avec la CAQ où on n'a pas négocié. Bon, c'est un projet de loi de Québec solidaire. Ça aurait pu être le vôtre, là, je comprends ça. Mais il est appelé, mais la négociation se limite à ça. Donc, je ne veux pas qu'on crée des attentes. Ben, moi, je me permets de le dire. J'ai été leader parlementaire assez longtemps. Ils se sont fait avoir, ils pensaient qu'elle allait être adoptée. Simon Jolin-Barrette, manifestement, n'a jamais dit ça. Alors, ce qui s'est passé au Baillon, on était là, on a siégé tout le long, on ne connaissait pas cette entente-là. Alors, vaut mieux dire publiquement tout ce qu'on pense privément, puis on a toujours la même ligne, on ne risque pas de se tromper. On le pensait avant Noël, on le pense encore aujourd'hui. La question du logement, ça fait des mois qu'on travaille là-dessus. C'est juste ça que je veux dire.
Ça vous est jamais arrivé là, dans votre carrière de leader ou de chef adjoint de négocier des ententes du genre avec le gouvernement pour qu'on appelle un nouveau projet ou qu'il y ait quelque chose que vous demandez? Mais ça vous est jamais arrivé? Là? C'est pas ça le point, on va recadrer. Si on veut négocier d'appeler un projet de loi pour avoir un moment médiatique, on peut le faire. C'est ce que Québec solidaire a fait. Nous, on a essayé de négocier avant les fêtes, dans les mêmes circonstances, un véritable changement législatif de la part de la CAQ. Et l'espace, il était nul. C'était même méprisant comme réponse. Donc, si Québec solidaire voulait négocier un moment de dépôt d'un projet de loi qui, finalement, ne sera jamais adopté ou ne fera jamais l'objet d'un suivi, parce que ce n'est pas ça qui a été négocié, je suis obligé de gérer les attentes de tout le monde. S'il y a quelque chose qu'on peut faire, nous, on va toujours tenter de bonifier le statut des locataires, mais on est obligé de constater que ce qui a été négocié, ce n'est pas un amendement législatif, c'est bel et bien juste le droit d'appeler ce projet de loi-là. Est-ce que vous miniez pas justement la tentative de peut-être aider ces aînés-là? Parce que là, il n'y a rien qui dit qu'il ne sera pas adopté, on ne sait jamais. Là. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Vous connaissez la politique autant que moi. La situation, c'est que Simon Jolin Barrette a consenti à ce qu'un projet de loi soit déposé. Et quand vous avez posé tantôt la question à Québec solidaire, est-ce qu'un seul député caquiste vous a dit qu'il travaillait pour ce projet de loi-là? Ils vous ont parlé de leur regard. Donc, si on peut être utile, là, on va être utile. Mais là, j'ai l'impression qu'on se conte des histoires à partir de faits qui ont été mal négociés avant les fêtes et qui ne mènent pas à un engagement du gouvernement de bonifier le statut des locataires. S'il y a négociation à avoir à nouveau, il ne faut pas que ça porte sur un geste symbolique qui permet de parler du sujet. Il faut que ça porte sur un changement législatif. Le plus gros, à mon avis, c'est la cession de bail qui est complètement inacceptable. Sur le sujet. D'ailleurs, j'ai vu que vous allez suivre attentivement les crédits de M. Fitzgibbon. Vous allez le suivre à la trace. Comme toujours. Si je me fie à l'horaire. Je voulais vous demander, est-ce que son ministère a donné un bon exemple de nationalisme économique en préférant Amazon au panier bleu là, au cours de la dernière année? Je pense que c'est 12 000 d'achat, là, donc c'est peut-être pas... C'est parce que je pense qu'à l'interne, ce que ça dit, c'est que tout le monde a toujours su que le panier bleu n'avait pas de valeur réelle autre que symbolique. Là. Donc, ils ont voulu faire un coup de marketing avec ça. On a englouti combien? 24 millions, je pense. 20 quelques millions. Pour, dans un projet que, vraisemblablement, à l'interne, ils n'y croyaient même pas, au point où leur réflexe a été d'aller sur Amazon. Donc, ça confirme ce qu'on savait déjà. Le panier bleu était davantage une opération de marketing à 20 quelques millions de dollars qu'un réel... Des câblages informatiques, des paires de chaussures, des choses comme ça. Vous pensez vraiment que le seul endroit où c'était possible de les trouver, c'était sur Amazon? Ou... Non, c'est pas ça que je dis. Je dis que la CAQ n'y a jamais cru au panier bleu. C'est ce que démontre cette histoire-là. Pourquoi une ligue de sport interprovinciale, même internationale, parce qu'il y a des joueurs qui viennent de partout, devrait absolument s'exprimer ou en tout cas s'afficher en français, alors que c'est maintenant la Ligue Québec Maritime? Bien, premièrement, le Québec a droit d'avoir sa ligue qui est le reflet de notre société pour le sport. Bien, justement, posons-nous la question, là, parce que c'est notre sport national. J'ai le goût de vous parler de Sidney Crosby puis Brad Richards quand j'entends des anecdotes comme celle-là. Deux joueurs qui ont appris le français en l'espace de 2 ans. J'ai vu Sidney Crosby à la télévision quelquefois reprendre son français lorsqu'il en a l'occasion. Comment voulez-vous qu'on demande à des joueurs russes ou nord-américains d'apprendre le français pendant qu'ils sont au Québec, de respecter notre différence linguistique et culturelle, si nous-mêmes, on n'a aucun respect envers notre langue? Si nous-mêmes, on dit à nos jeunes, si vous voulez un avenir dans le hockey, il faut que ça fonctionne en anglais tout le temps, dans la Ligue junior majeure du Québec. Comment voulez-vous ensuite qu'on suscite le respect? Et si on prend le raisonnement que la Ligue m'a servi là, sur les médias sociaux, bien, dans la même logique, on va se retrouver comme le scénario d'Équipe Canada, où pour favoriser la cohésion puis l'esprit d'équipe, puis s'assurer qu'il n'y ait pas de discrimination, bien, il va falloir parler en anglais tout le temps, même dans l'autobus. Le français devrait devenir interdit, comme on l'a vu dans Team Canada, pour être certain qu'il n'y a pas d'enjeu de cohésion d'équipe pour ceux qui ne parlent pas le français, même s'ils sont 2 ou 3. Donc, il y a un moment donné, moi, je trouve la réponse de la Ligue junior majeure très insatisfaisante et je veux savoir ce que le ministre Roberge et la ministre Charest pensent de ça. Parce que lorsque les voltigeurs de Drummondville s'affichent avec
des T-shirts, puis on regarde d'autres équipes, là, c'est vraiment Gilles Courteau, Trophy, Playoff. On n'est pas dans l'accommodation pour quelques joueurs russes. Puis je comprends que dans un vestiaire, là, il y a de l'anglais parce que tu as des joueurs de l'international, mais tu as aussi la perspective d'un sport là, qui, à l'échelle nord-américaine, fonctionne beaucoup en anglais. Je comprends qu'il y a des accommodements, mais là, on est vraiment devant une absence de considération et de respect pour la langue du Québec dans la ligue qui développe nos joueurs québécois dans notre sport national. Et je veux savoir ce que le ministre Roberge et la ministre Charest ont à dire là-dessus, s'ils vont demeurer silencieux.